Aujourd'hui, les images des grandes nébuleuses de l'espace sont omniprésentes sur Internet, dans notre écran de connexion Windows, dans les images du jour sur nos pages de démarrage et moteurs de recherche, etc. En orbite depuis 30 ans, le télescope spatial Hubble a révolutionné notre conception de l'espace, en nous présentant ces grandes nébuleuses aux couleurs éclatantes. Et pourtant, ces couleurs sont complètement fausses. L'espace ne ressemble pas du tout à ça. Alors comment est-ce que nous percevons les couleurs avec nos yeux? Lorsque de la lumière émise par une source lumineuse ou réfléchie par un objet arrive jusqu'à nos yeux, elle traverse la pupille, qui fait office de lentille, pour former l'image au niveau de la rétine. Au niveau de la rétine, la lumière interagit avec deux types de récepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les cônes nécessitent une luminosité minimum pour être activés. C'est pour ça qu'ils sont utilisés en vision diurne, c'est-à-dire de jour. Il existe trois types de cônes. Alors, tout d'abord, les cônes S, short, qui sont sensibles au bleu, ensuite les cônes M, médium, qui sont sensibles au vert, et enfin les cônes L, longues, qui sont sensibles au rouge. Et en fonction de la quantité de lumière reçue par chaque type de cône, il est possible au cerveau de reconstituer la couleur. Alors par exemple, si les seuls cônes S sont activés, la couleur reconstituée par leur cerveau sera bleue. Mais si à la fois les cônes S et L sont activés de manière à peu près égale, eh bien la couleur sera violette, etc. Mais le problème des cônes, c'est qu'ils ne s'activent pas en dessous d'une certaine luminosité. Et alors en ce qui nous concerne, c'est-à-dire la nuit, la luminosité des objets du ciel profond est clairement insuffisante. Nous utilisons donc un autre type de récepteurs, les bâtonnets, qui eux sont beaucoup plus sensibles, mais qui, à la différence des cônes, ne se séparent pas en trois. Ils sont tous semblables et ne peuvent donc qu'enregistrer la quantité de lumière qui atteint le bâtonnet. C'est une vision en noir et blanc. La nuit, tous les chats sont gris. Je résume donc. La couleur, c'est une interprétation de notre cerveau en fonction de l'activation de certains récepteurs, les cônes. Et c'est là le premier problème. Pour notre sujet, la lumière qui nous vient des objets du ciel profond ne pourra clairement jamais activer les cônes, elle est bien trop faible. Elle active uniquement les bâtonnets. Ce qui fait qu'en fait, la notion de couleur n'a aucun sens pour les objets du ciel profond. Mais bon, alors on pourrait se dire, imaginons que nous puissions améliorer nos cônes pour qu'ils fonctionnent avec une faible luminosité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en photographie par exemple. En photographie numérique, on reproduit le fonctionnement de la rétine avec nos capteurs couleurs. Chaque pixel est recouvert d'un filtre rouge, vert ou bleu qui ne laisse passer donc que la partie de la lumière correspondante au filtre. C'est ce qu'on appelle des filtres de Bayer. Les pixels sont regroupés en carrés de 4. 2 possèdent un filtre vert, 1 possède un filtre bleu et le dernier un filtre rouge. Alors il y a 2 fois plus de vert, c'est juste pour coller à la vision humaine qui est beaucoup plus sensible au vert. Ce carré devient donc un superpixel pour lequel il est possible de reconstituer la couleur à partir de la quantité de lumière filtrée par chacun des filtres. Au final, c'est le même fonctionnement des cônes de la rétine. L'œil forme à peu près 25 images par seconde. Ce qui veut dire que les cônes et les bâtonnets accumulent de la lumière pendant 1/25e de seconde avant que le cerveau ne forme l'image. Pour avoir de la couleur, il faut donc qu'il y ait eu suffisamment de lumière pendant 1/25e de seconde pour activer les cônes. En photographie numérique, on a du matériel de plus en plus performant, les capteurs sont de plus en plus sensibles, mais il est aussi possible de jouer sur le temps d'exposition. En laissant la lumière s'accumuler plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, voire même plusieurs heures, il est possible de considérablement augmenter la quantité de lumière reçue par chaque pixel. La matrice de Bayer pose quand même quelques problèmes en astrophotographie. Déjà on perd en résolution, car l'information n'est pas résolue au niveau de la taille d'un pixel, mais de 4. C'est-à-dire que le plus petit détail qu'il est possible de voir est 4 fois plus grand avec la matrice. Et ensuite, chaque pixel filtrant la lumière, au final, il y a juste une petite partie de la lumière qui est enregistrée par chaque pixel. Et déjà que nos objets du ciel profond émettent peu de lumière, alors si en plus on la filtre... C'est donc pour cette raison qu'en astrophotographie, on utilise de plus en plus de capteurs noirs et blancs sans matrice de Bayer. De cette façon, on est capable de capter toute la lumière pour chaque pixel et de garder la résolution de la taille d'un pixel. Cette image en noir et blanc est appelée luminance et elle va permettre de connaître pour chaque pixel la quantité de lumière reçue. Bon, et du coup, comment est-ce que l'on fait une image couleur avec un capteur en noir et blanc? En fait, c'est assez simple. En plus de notre couche de luminance, on va refaire la photo 3 fois en mettant un filtre global rouge, vert puis bleu devant le capteur.
Et on va combiner ces trois images en une image couleur, où la couleur de chaque pixel sera déterminée en fonction de la quantité de lumière reçue par ce même pixel en fonction des filtres. Et ensuite, on va combiner cette image couleur avec la couche de luminance pour obtenir tous les détails. C'est ce que l'on appelle des images LRGB. Grâce à cette technique et en jouant sur les temps d'exposition et la qualité des capteurs, on arrive à reconstituer la couleur des objets du ciel profond, telles qu'elles étaient si nos cônes étaient beaucoup plus sensibles. C'est aussi ce qu'on appelle des photos en vraie couleur. C'est cette technique que j'utilise, tout comme le télescope spatial Hubble, pour photographier notamment les galaxies. Et donc là, a priori, les couleurs sont réalistes, et avec des yeux beaucoup plus sensibles, on pourrait voir les galaxies de cette façon et avec ces couleurs-là. Alors par contre, pour photographier une nébuleuse, on peut utiliser une autre technique, qui a été notamment développée par la NASA pour le télescope spatial Hubble. Alors, il faut savoir que les nébuleuses sont principalement composées d'hydrogène, mais aussi dans une moindre mesure d'oxygène et de soufre. Et ces gaz, quand ils sont chauffés, émettent de la lumière d'une couleur bien précise. Il suffit donc d'utiliser des filtres, dits à bande étroite, qui permettent d'isoler la lumière émise par ces gaz. Ces trois images en noir et blanc, qui isolent donc chacun des gaz, sont ensuite combinées pour former une image couleur suivant le schéma suivant. Le soufre est représenté en rouge, l'hydrogène est représenté en vert, et enfin l'oxygène est lui représenté en bleu. On parle souvent d'image SHO pour soufre, hydrogène, oxygène au lieu de LRGB. L'image est dite en fausse couleur, car l'hydrogène excité émet normalement majoritairement du rouge, et donc avec un jeu de filtres classique LRGB, nous aurions une couleur rouge omniprésente sur la photo. La palette Hubble permet donc d'avoir des photos dont la couleur peut nous servir pour distinguer les différents constituants de la nébuleuse, au lieu de représenter ce que notre cerveau pourrait interpréter si nos yeux étaient plus sensibles. Voici la nébuleuse de la bulle, une bulle de gaz d'environ 10 années-lumière dans la constellation de Cassiopée. Nous avons réalisé cette photo avec un jeu de filtres LRGB et donc en vraie couleur. Il y a environ 30 heures de pause, c'est-à-dire que cette photo est le résultat de l'accumulation de lumière pendant 30 heures sur le capteur. Forcément, notre œil accumulant de la lumière que pendant 1/25e de seconde environ, il lui est impossible de voir tout cela et encore moins d'activer les cônes pour en distinguer les couleurs. Mais on peut penser que cette photo est une bonne représentation de ce que notre cerveau pourrait reconstituer si le cône de nos yeux était plus performant. Mais ce n'est pas ce genre de photo qu'on voit généralement pour représenter les nébuleuses. Nous avons aussi réalisé la même photo, mais cette fois en SHO, la fameuse palette Hubble. Alors il y a ici 20 heures de pause. Les fausses couleurs donnent de l'information sur la composition des différentes parties de la nébuleuse. Mais ce n'est en aucun cas une représentation réaliste de ce que l'on pourrait voir avec des yeux beaucoup plus performants. Et voici maintenant la nébuleuse de la bulle, toujours vue par le télescope spatial Hubble. Alors forcément, il y a beaucoup plus de détails sur la photo, enfin bon, on n'a pas tous un télescope à 2 milliards de dollars à 600 km d'altitude. On trouve le même système de couleurs pour toutes les photos de nébuleuses prises par le télescope spatial Hubble. Les piliers de la création, dans la nébuleuse de l'Aigle, une intense zone de création d'étoiles dont la photo a été prise en 1995 puis en 2015. On note d'ailleurs que la méthode a évolué, car les couleurs ne sont pas les mêmes. La nébuleuse du Crabe, les restes de la supernova de 1054. Toutes ces photos du télescope spatial Hubble ont vraiment contribué à créer un imaginaire collectif de ce à quoi ressemble l'espace. C'est très beau, et d'ailleurs moi aussi j'utilise souvent la palette Hubble pour mes photos. Et c'est surtout un outil de communication puissant auprès de l'opinion publique pour protéger les budgets spatiaux et scientifiques. Cette palette est aujourd'hui devenue une norme en astrophotographie. Mais malheureusement, elle donne une fausse image de l'espace. Les grandes nébuleuses qui remplissent le ciel nocturne, certaines pouvant atteindre plus de 10 fois la taille apparente de la pleine lune, sont invisibles à nos yeux, et elles le resteront, nous laissant contempler un ciel noir, simplement éclairé par quelques étoiles brillantes qui s'éteignent peu à peu au gré de notre développement technologique effréné et de la pollution lumineuse qu'il génère. Et si elles n'étaient pas invisibles, elles seraient simplement rouges, mais tout aussi belles.